C'était l'essentiel de l'info. Tout de suite, la conso. Dans une seconde, on parlera, enfin dans quelques minutes, on parlera des frais bancaires avec Serge Maître, puisque vous nous avez posé vos questions sur Facebook. Eh bien, Serge y répondra dans quelques minutes. D'abord, on va parler d'obsolescence programmée. Vous savez, la machine à laver qui tombe toujours en panne alors que la garantie vient de s'arrêter. C'est comme si c'était mathématique et c'est extrêmement agaçant. On va en parler avec Émile Meunier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et vous êtes vice-président d'une association qui s'appelle HOP, pour halte à l'obsolescence programmée. Oui. Et Samantha Pastour, bonjour. Vous avez monté une entreprise qui s'appelle Répartout. Donc une entreprise qui répare tout, et vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Dans une seconde, on va vous expliquer ce qu'est exactement l'obsolescence programmée. D'abord, certains donc, un peu comme vous, ont compris le créneau à prendre, les réparations en tout genre. C'est un reportage de Christophe Deveau. On va regarder ça, puis je vous fais un devis. Et un dépannage de plus pour Stéphane Rouche. Ça vaut le coup de la réparer, mais bon, elle n'est pas vieille. Hein. Direction l'atelier pour ce sèche-linge qui ne veut plus sécher. L'appareil a 6 ans et son propriétaire est bien décidé à s'en servir quelques années encore. Absolument, oui, un programmateur, une petite... quelquefois, c'est une courroie uniquement. On ne va pas changer une machine pour une courroie qui ne fonctionne plus. Et M. Chatrice a fait le bon choix. Une clé de 10, un tournevis cruciforme et le diagnostic tombe rapidement. C'est une résistance qui a grillé, la panne est mineure. Je pense que c'est réparable à moindre frais. Disons, il faut y compter entre 80 et 100 euros à peu près. 13 ans, c'est la durée de vie moyenne d'un téléviseur, 10 ans pour le gros électroménager. Et on serait de plus en plus nombreux à vouloir faire durer ces appareils. Ça vaut aussi pour l'informatique. Dans cette société de La Rochelle, les 6 ordinateurs iront jusqu'au bout de leur vie. Par exemple, avec l'opération que je viens de faire sur celui-ci, c'est-à-dire qu'on a ajouté un disque SSD dans l'ordinateur, donc ça le rend beaucoup plus rapide. Je pense qu'on va rajouter 2 ans d'utilisation à cet ordinateur. On voit bien qu'il y a parfois des cas où on ne peut pas changer les pièces, mais qu'il faut les changer complètement parce qu'ils n'existent plus. Et ça, c'est voulu, parce que ça peut très bien se faire autrement. Ouais. Vous avez l'impression qu'on vous force la main à ce moment-là? Ah oui. Ah oui, complètement. C'est plutôt agaçant même. Ouais. Enfin, un seul chiffre avant de se débarrasser de son micro-ondes ou de sa télé en panne. 45% des appareils jetés tous les ans sont techniquement réparables. Et le chiffre grimpe même à 59% pour les téléphones portables. C'est techniquement réparable. Émile Meunier, c'est quoi l'obsolescence programmée d'un point de vue juridique peut-être? Alors d'un point de vue juridique, c'est dans la loi, c'est un délit. C'est lorsque le fabricant met en place des techniques pour réduire artificiellement la durée de vie du produit et comme ça augmenter les ventes. Mais c'est très difficile à prouver, non? Comment est-ce qu'on peut prouver ça? Parce qu'on ne va pas retrouver un email du fabricant disant « vous faites attention, est-ce que ça dure que 3 ans ?» Alors, c'est difficile à prouver, mais pas impossible, ouais. Parce que les lanceurs d'alerte au sein des entreprises, ça existe, qui peuvent contacter des associations telles que la nôtre. Il y a aussi des anciens dirigeants, quand ils partent, ou des personnes à la retraite, qui peuvent faire circuler des informations. Et en tout état de cause, le procureur de la République a des droits de faire des enquêtes et de faire des perquisitions sur pièces. C'est tout à fait possible. Je n'ai pas dit que c'était facile, ouais, mais c'est possible. Mais c'est possible. Alors les entreprises, elles encourent une peine de 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. C'est ça. Ça peut même être porté à 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise, autant dire que c'est quand même costaud. Énorme. Mais c'est un mythe ou une réalité? Il y a des entreprises qui sont condamnées ou pas? Déjà, ça existe vraiment, l'obsolescence programmée? Alors, encore maintenant? Oui, ça existe vraiment. Si Bercy, l'administration de l'économie, a mis en place un délit d'obsolescence programmée, je peux vous dire qu'ils ont fait toutes les études nécessaires avant. Ça existe. Et moi, j'ai été témoin, et je le suis encore via l'association, de beaucoup de cas. Je peux vous donner des exemples de téléviseurs avec des condensateurs qui sont placés à côté des parties chaudes. Donc logiquement, ça tombe en panne assez vite. Ça tombe en panne assez vite. D'accord. Et il se trouve que quand on veut changer le condensateur, il faut casser certaines pièces parce que les vis sont quasiment impossibles à donc ça, c'est fait pour. Enlever. Alors, c'est fait pour. Nous, on pense que oui. En face, on pense que non. Et c'est pour ça qu'il faut faire des enquêtes, mobiliser les consommateurs et faire un poids sur les entreprises pour pouvoir avancer sur ces sujets. Et alors, ça peut marcher parce qu'il y a une entreprise, une marque française. On dit souvent, je ne peux pas la citer. C'est bien, vous voyez de quoi je veux dire, de quoi je veux parler, qui s'est engagé il n'y a pas longtemps à faire des produits réparables, à suivre les pièces pendant 10 ans, etc. etc. Alors, ça, c'est un gros progrès quand même. Je vais vous dire, on est très content chez HOP du travail qui est fait par cette entreprise. Je ne veux pas lui faire de pub parce qu'au début, on s'est dit, oulala, est-ce que c'est pas du greenwashing? Voilà. Ouais. Et on s'est rendu sur place, on a parlé avec les équipes et c'est vraiment devenu un modèle économique pour cette entreprise. Ils ont mis en place un label 10 ans réparable. Et nous, je vous le dis très sincèrement, on peut taper quand ça ne va pas,
Mais quand ça va, on aime bien On les mettre en souligne. avant et on souligne. Ouais. Alors, puisque vous tapez quand ça va pas sur votre site, on peut même faire une recherche par produit. C'est C'est-à-dire, ça. je veux acheter une machine à laver ou une machine à café. Mhm. Je rentre la marque, La marque, oui. et puis vous me dites oui ou non. Alors, en enfin, fait, oui ou non. Vous me dites attention. Oui, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais en gros, il y a les produits durables qui sont mis en avant et les produits qui ne sont pas durables qui sont dénoncés. Oui. Un peu comme un 60 millions de consommateurs. Vous devez avoir des pressions quand même, parce qu'il y a des enjeux là-dessus, non? Écoutez, très sincèrement, déjà, nous, les pressions, ce serait plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on appuie là où ça fait mal, donc on les attend. Mais non, très sincèrement, il n'y a pas de difficulté particulière. Ce qu'il faut voir, c'est que les personnes qui dénoncent ces produits, c'est évidemment de façon anonyme, et l'objectif derrière, c'est évidemment de s'organiser. Bien sûr. Et on peut faire sortir certains produits où on se rend compte qu'il y a vraiment des cas, comme je vous l'ai indiqué sur la téléviseur, mais il y a par exemple, j'ai le cas d'une tondeuse à gazon où il y a un pignon en plastique alors que tout le reste est en acier. Pour un 190 cm3, on imagine que le truc craque au bout de 2 ans, et c'est le cas. Ouais. Bon, par exemple, grâce à ce site, on arrive à réunir suffisamment de témoignages pour pouvoir s'organiser derrière. Pouvoir essayer de faire évoluer un peu les choses. Alors, Exactement. il y a des entreprises comme la vôtre, Répartout, Samantha, qui existent. Vous fonctionnez comment alors? Alors nous, on travaille en B2B, c'est-à-dire qu'on organise des événements autour de la réparation dans les entreprises pour faire changer les mentalités. Donc on répare les appareils des employés, les appareils personnels, téléphone, tablette, ordinateur, console de jeu, cafetière. Ils viennent le jour J, nous on vient avec nos réparateurs et on répare sur place. Donc uniquement dans les entreprises? Exactement. Vous n'allez pas chez les particuliers? Pas Non. encore, peut-être un jour. Voilà. Et puis derrière, nous, en fait, on a un modèle où on veut vraiment enrichir l'écosystème de la réparation. Donc, on forme des réparateurs, donc à des méthodes un peu disruptives aussi de réparation. Donc, quand le pignon en plastique casse, on peut le refaire en 3D. Quand une imprimante arrive avec des messages électroniques aléatoires, on peut changer des composants ou reprogrammer l'imprimante. Donc, on travaille vraiment sur les méthodes de réparation et sur les réparateurs à former. Et ça coûte cher ou pas? De quoi? De réparer? Oui. De Bah vous non, faire pas très venir cher. dans une entreprise, par exemple. Alors, ça coûte moins cher qu'un affichage, ne jetez pas vos appareils. Donc, c'est très efficace et les gens repartent satisfaits avec un appareil réparé. Nous, nos réparations, après, quand on intervient de façon récurrente, parce qu'on a un modèle aussi conciergerie, ça démarre à 15 €. Donc, Oui, c'est d'accord, vraiment donc c'est tout à fait non, pas du tout. raisonnable. Nous, on cherche vraiment des méthodes pour vraiment réparer davantage. Donc, une carte électronique, plutôt changer des composants que changer toute la carte. Donc vous réparez Voilà. tout? Quasiment tout. Si je vous amène un téléphone portable, vous savez changer la vitre et vous savez... Oui, c'est ça de la vitre évidemment, mais nous on s'attaque aussi à des pannes qui sont un peu plus rares, D'accord. donc auxquelles personne s'attaque parce que téléphone, tablette, bon, il y a quand même un petit peu de monde maintenant. Mais si vous venez pour une imprimante, pour une cafetière, une console de jeu, même un ordinateur qui est très très ancien, on va vous dire maintenant il faut le changer, etc. On peut quand même arriver à faire beaucoup de choses. Nous on répare, on va dire 80% des pannes les plus courantes, et en taux de réparabilité, on est plutôt autour de 97%. Et derrière, vous donnez une garantie ou pas? Oui, c'est garanti 3 mois. Oui, derrière, c'est garanti 3 mois. Il n'y a pas qu'un enjeu financier, il y a un enjeu économique, écologique, évidemment, oui, bien surtout sûr. même, d'ailleurs. Bien sûr, ouais, j'aurais dû partir de là. Avec l'obsolescence programmée, on est au croisement en réalité entre le pouvoir d'achat, évidemment quand on achète ça coûte cher, et le gaspillage. Parce que quand on jette, c'est autant de matières premières inutilisées qui partent souvent à l'incinération. Donc c'est vraiment un combat intéressant pour ces deux choses-là. Et j'ajouterais, et en rebondissant sur la réparation, que c'est des emplois locaux. Parce que la réparation, c'est en France, alors que la fabrication de produits, souvent de mauvaise qualité, de temps en temps de mauvaise qualité, c'est à l'étranger. Oui, c'est ça, c'est Et donc c'est pour ça qu'il faut se battre sur la réparation. C'est un secteur qui a beaucoup été touché ces dernières années. Et moi, je peux vous dire en tant qu'association que ces 3-4 dernières années, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais on sent un écosystème qui reprend. Oui, mais d'ailleurs, ça crée jeunes aussi, qui pour le se coup, ça crée des emplois. Ça crée des pour emplois, gens une comme nous, dynamique. Et la réparation, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens reprennent main sur leurs objets. Et il y a de l'échange. On se dit il y a plus, toute une oulala, ma philosophie machine à laver, derrière. elle est bourrée Voilà. d'électronique, j'y arriverai jamais. On trouve vraiment des vocations. C'est-à-dire que nous, dans les gens qu'on forme, on a 60% des gens qui sont vraiment novices, n'ont jamais touché à l'électronique, etc. On a vraiment fait des méthodes pour qu'ils puissent apprendre à réparer et à devenir polyvalents. Mais il y a un vrai engouement pour la réparation auprès des gens. Et du coup, ça regonfle l'écosystème. Et je pense que vraiment, dans les quelques années qui vont venir, ça va tout changer sur notre consommation durable. Ouais, c'est ça. Bon, et puis si on pouvait en profiter pour augmenter aussi la durée de la garantie légale, ça serait pas mal. Ah oui, ça fait partie de nos combats, effectivement. C'est pour ça que j'en parle. Il y a de nombreuses choses à faire, ça en fait partie avec les Amis de la Terre, notamment une association Amis. On milite beaucoup pour ça. Vous parlez aussi des objets en kit à monter soi-même.
Oui, ça m'a fait rire parce que je me suis dit monter sa machine à laver soi-même, il faut quand même y aller. Alors, la machine à laver, ce sera peut-être à terme, mais déjà un grille-pain. Vous avez bien compris comment ça marche. Déjà un grille-pain, on peut le décomposer en 4 pièces, 4 blocs, et voilà, on peut commencer à faire des choses intéressantes. Et la réparation, la modulation, c'est pas difficile en réalité. On a perdu le réflexe. Il faut se mettre le nez dedans, en fait. Il faut se mettre le nez dedans. Alors ça s'appelle Hop et ça s'appelle Répartout. Donc allez faire un tour sur les sites internet. On a appris plein de choses et puis vous saurez réparer votre grille-pain. Merci beaucoup en tout cas. On va parler des frais bancaires. Je ne sais pas si vous êtes évidemment invité à rester sur le plateau si vous le souhaitez. Avec Serge Maître. Bonjour. Alors je suis très contente de vous accueillir à nouveau sur le plateau. On vous connaît bien à LCI. Vous êtes secrétaire général et juriste à l'Association française des usagers de banques. Des banques. Et alors tous les mercredis, nos internautes, on propose un thème à nos internautes et nos internautes nous posent des questions sur le thème en question. Donc on parle des frais bancaires puisqu'on a vu pas mal ces derniers jours que les frais bancaires étaient un petit peu pointés du doigt dans la presse. Alors on va commencer avec la première question, c'est celle de Jules qui nous dit « Ma banque me prélève beaucoup de commissions par mois, est-ce que c'est normal ?» Normal. Le banquier va vous dire, oui, c'est cohérent, je suis un commerçant, moi, je vous prends des frais parce que ça me coûte, toutes les opérations. Est-ce normal? En fait, bon, pour le banquier, c'est tout à fait cohérent. Pour le client, on va pouvoir dire, vous ne pouvez pas prendre tous les frais, concrètement parce que la loi est intervenue et a encadré la tarification bancaire. D'abord, il y a des frais qui n'ont pas de juste contrepartie, qui sont bien trop élevés. Ah, il faut sortir son 1131 du Code civil. Ah bah oui, il faut s'armer des moyens de la loi. Il faut avoir son Serge Maître sous la main. On va le dire, mais surtout le Code civil, je dirais. Et en second lieu, eh bien, on peut se demander, mais est-ce que j'ai donné mon consentement à cette tarification? Et on se rend compte qu'on n'a peut-être jamais signé de convention de compte, qu'on n'a pas reçu de plaquette tarifaire. Et donc là, on va pouvoir dire, j'ai jamais donné mon consentement. Résultat des courses, il faut aller voir le directeur d'agence, ou pas le directeur, parce qu'il est souvent insupportable, impossible à contacter, mais l'employé de banque au moins. L'employé, il y a des réseaux qui comprennent le client et peuvent baisser, même rembourser. Maintenant, si ça ne marche pas, il faut écrire une lettre, recommandé avec accusé de réception au directeur d'agence. Et concrètement, là, comme on n'est pas M. Zola ni Mme de Sévigné pour faire ce genre de lettre, je dirais d'aller sur le site internet de la FUB, c'est gratuit, on va chercher le modèle de lettre qui est argumenté juridiquement, on n'a plus qu'à le lancer. Conclusion, 60% des établissements bancaires, et en tout cas des agences, remboursent tout ou partie. Et puis faites attention quand vous signez la convention, parce qu'après tout, vous avez peut-être signé sans la lire jusqu'au bout. Ça, oui, c'est un autre mais souci. là, généralement, c'est un client fidèle. Depuis 5-6 ans, la tarification a changé. Il y a d'autres règles qui interviennent, et trop souvent méconnues par la banque. Alors, Marie nous demande si la banque a l'obligation de l'alerter quand son compte est débiteur avant d'appliquer les frais. Eh non, on n'en est pas encore là. Effectivement, pour Marie, je dirais, dans une hypothétique pays de bisounours, on pourrait souhaiter. Pour le banquier, pour le moment, il n'y a pas d'obligation légale. Ils ne le font pas. Donc, il y a eu certaines situations d'alerte, mais pas celle-là. Donc, concrètement, ce qu'elle peut dire, c'est que, par exemple, ce sont des commissions d'intervention. Vous savez, ces commissions qu'on paye chaque fois qu'on dépasse le plafond du découvert. C'est ça, ce qu'on appelle les agios. Les agios, c'est les intérêts sur solde débiteur. C'est pas beaucoup d'argent. Ça dépend des banques. Le mot agio n'a pas de définition, etc. Mais disons, voilà des frais. Eh bien, on peut demander au banquier pour l'avenir déjà d'augmenter le plafond du découvert, ce qui évitera d'avoir ces frais toujours qui sont assez lourds, même s'ils ont été plafonnés il y a peu de temps à 8 € par opération. 8 € quand même par opération. Alors justement, les agios, c'est Hassan qui nous pose une question là-dessus. Est-ce que je peux contraindre mon banquier à réduire ou à m'offrir les agios? Contraindre, ça paraît un peu compliqué, réduire, bon, on va imaginer que ce sont les intérêts sur le solde débiteur. On peut négocier. En fait, ce que Hassan pose comme question, est-ce que je peux le négocier? Est-ce que je peux obtenir quelque chose? Ne soyons pas, là je disais bisounours. Concrètement, négocier, ce n'est pas évident. Si vous êtes client, la première fois que vous poussez la porte d'une agence, oui, vous allez pouvoir négocier la gratuité de la carte bancaire, éventuellement les frais de tenue de compte. Mais les incidents, c'est plus compliqué. Et quand on parle d'agio, c'est qu'il y a eu des débordements quelque part. Oui. Là, c'est beaucoup plus difficile de dire à un banquier, vous allez me faire cadeau de ça. Donc, et quand il s'applique, non. Ce que l'on peut faire, c'est surtout, nous, consommateurs, regardez. Regardez, vous lancez un virement pour vos enfants exceptionnel. Votre banque va vous prendre 4 € si vous allez parfois au guichet. C'est jusqu'à 4 €. Vaut mieux le faire par Internet. Ah oui. Deuxièmement, les commissions d'intervention. Oui, c'est effrayant. Les commissions d'intervention, demandez une augmentation du plafond de découvert. Et puis, quand on tire 4-5 fois dans des distributeurs autres que ceux de sa banque, ça coûte de plus en plus cher. Donc là, il faut aussi regarder un peu nous-mêmes la pratique que nous avons, la consommation durable. Mais d'ailleurs, oui, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, justement, c'est la question de Pierre qui est du coup un peu plus générale. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer le total des frais bancaires? Ça peut coûter jusqu'à combien?
Alors, les chiffres varient beaucoup. Ce qu'on sait, c'est que la Commission européenne avait dit que la France comptait parmi les pays les plus chers pour les clients, avec l'Italie et l'Autriche. Bon, voilà, sur 27, on était tout en haut du tableau. Concrètement, je dirais que il faut qu'il lise son relevé de banque. Tous les mois, on reçoit en principe un relevé de banque mensuel qui précise le coût de la facture bancaire pour le mois. De la même manière, maintenant, les banques doivent vous prévenir un certain nombre de jours avant pour vous dire « Ah, vous aurez des frais d'incident ». Donc là, regardez vos papiers, je dirais, correspondants, parce que tout est marqué. Et en plus, vous allez recevoir une fois par an un récapitulatif annuel des frais bancaires. Ça, c'est important, hein. C'est une obligation. C'est une obligation comme tous les mois sur le relevé de banque. On doit avoir le total. Donc concrètement, quand vous voyez que vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous vous souvenez, comme pour le premier intervenant, vous allez réclamer au guichet. L'employé de banque n'a pas toujours beaucoup de pouvoir là-dessus. Lettre recommandée au directeur d'agence. Et les chiffres sont quand même éloquents. J'ai dit pratiquement 60% de réussite. Ça vaut le coup. Alors, Juliette nous demande, elle a fait opposition sur un chèque. Elle demande si elle doit payer des frais d'opposition. Ça, c'est un gros problème. Parce qu'on va faire opposition. On vous dit il faudra payer. Et c'est pour l'année. Il faudra renouveler chaque année l'opposition. Donc, on devient une sorte de vache à lait. Hein. Oui, donc, concrètement, quand on fait opposition, la loi n'a pas prévu de frais spécifiques. Mais les banquiers, dans l'ordre contractuel, souvent énoncent dans la plaquette tarifaire une tarification quelconque. Concrètement, il n'y a pas d'obligation. Et de toute façon, quand un chèque est détourné ou volé, il faut le savoir, les fraudeurs à 999 pour 1000 n'imitent pas votre signature, font n'importe quoi, signent camembert. Donc concrètement, faire opposition à un chèque volé ou détourné, ce n'est pas nécessairement la plus grande des sécurités, puisque la banque ne pourra payer le chèque que s'il porte votre signature, il est volé, que s'il n'a pas été surchargé ou caviardé, bref, trafiqué. Donc là, on est déjà protégé en soi. Sauf si on a signé un chèque en blanc, évidemment, à ne jamais faire. Mais sinon, ça sert à rien. Oui, ça c'est sûr. Mais si vous avez confiance, vous pouvez toujours le signer. Oui, mais si on le perd, on l'a mis dans sa poche et on le perd. Bon, bref, on continue. Est-ce qu'une banque a le droit de faire adhérer à une assurance complémentaire qui n'est pas obligatoire dans un contrat de carte bleue? C'est Essia qui nous pose la question. C'est le sujet qui fâche. C'est la question qui fâche aujourd'hui. C'est pas du tout normal. On ne peut pas se retrouver dans un rapport contractuel, serait-il d'assurance, malgré soi. C'est ce que semble dire Essia. Moi, ils m'ont fait adhérer sans qu'elle ait peut-être signé même. Donc, si on n'est pas... Premièrement, on n'est pas obligé. Deuxièmement, en tout état de cause, dès lors qu'on n'a pas signé, que faire? Pour Essia, il faut qu'elle l'envoie, alors là, en lettre recommandée, parce qu'au niveau de la discussion avec les employés de banque, ça ne donnera pas grand-chose. Une lettre recommandée à la compagnie d'assurance. Deuxièmement, une lettre recommandée à la banque. Pour faire quoi? Pour exiger le remboursement des prélèvements qui ont eu lieu, au titre des primes, généralement. Et ça, la loi le permet, précisément. Quand un prélèvement est exécuté sans l'ordre du client, eh bien, il doit être remboursé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans le code monétaire. Mais Serge, si elle a signé sous la pression du banquier, qui vous dit, écoutez, si vous voulez les frais gratuits de la carte bleue, je vous signez cette... Vous voyez, oui, c'est le chantage que l'on connaît très bien. Oui. Alors, dans ce cas-là, elle peut toujours dénoncer son adhésion. D'accord. Au moins, au bout d'une année, elle est dans la possibilité, puisque c'est un contrat à reconduction tacite, de dénoncer l'adhésion. Elle fait une lettre, et puis là, elle pourra sortir de ce guêpier. Surtout que l'assurance, dans ces cas-là, de garantie des sûretés, des moyens de paiement, ne rajoute rien à la loi. Nos droits sont déjà affirmés par la loi. Payer une assurance n'est pas vraiment un élément, et toutes les associations de consommateurs le disent, et à la FUB, c'est l'un des credos. À la FUB, on le dit, pas besoin de souscrire une assurance spécifique. Bon, si vous avez d'autres questions, on en avait plein d'autres, mais on n'a pas le temps de continuer malheureusement. Vous pouvez aller sur le site de la FUB, l'Association des usagers de banque, et puis comme ça, vous pourrez poser vos questions à Serge Maître qui y répondra. Et qui vous aidera. Les bénévoles. Pas vous, bien sûr. Et qui y répondra et qui vous donnera des modèles de lettres, etc. Parce que c'est vrai que c'est jamais très simple de savoir comment s'adresser à son banquier. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous voir sur le plateau de LCI. La suite, c'est le journal.